Donc, enfin, triceps, vous en avez déjà entendu parler, je pense, depuis la présentation de ce midi. Donc, j'espère que ça va répondre à vos attentes. Puis, on s'excuse à l'avance s'il y a des répétitions. On va essayer d'être bref. Et puis, moi, mon objectif, ça va être plus de vous mettre dans le contexte concret, finalement. Pourquoi à Sainte-Justine, on s'est lancé là-dedans? Et puis, au jour le jour, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on fait avec nos patients? Donc, je pense que je vais être brève donc, dans l'introduction. C'est sûr qu'on a du travail à faire, qu'on est meilleur qu'il y a 50 ans, mais qu'on n'est pas meilleur qu'il y a 15 ans ou 10 ans. Donc, il y a des pistes qui doivent être explorées. Puis, avec les exposés de Pierre-Henrique et Noël, vous avez eu certaines approches. Puis, donc l'autre approche qui est la thérapie personnalisée et ciblée, c'est vraiment quelque chose qui a, je pense, dans les dernières années, révolutionné un petit peu l'approche oncologique et puis l'apport de nouvelles technologies et de nouveaux médicaments. Donc, bientôt, je pense que oui, on dira c'est un sarcome, c'est un carcinome, mais on définira vraiment la tumeur de par sa signature moléculaire et puis de par l'analyse qu'on va pouvoir en faire. Juste l'approche au niveau du microscope, oui, reste importante, mais est de moins en moins isolée. Donc, la thérapie ciblée, c'est un bon concept, mais c'est pas quelque chose qui est nouveau. Hein. C'est quelque chose forcément qui est plaisant à l'esprit parce qu'avec nos chimiothérapies conventionnelles, on a atteint le maximum de ce qu'on pouvait faire et puis on est pas mal toxique. Puis c'est quelque chose qui tue au sens large les bonnes et les mauvaises cellules. Donc, c'est sûr que si dans la cellule cancéreuse, on voit une anomalie, puis qu'on peut avoir un moyen au sens large qui peut aller comme cibler cette anomalie, ben, c'est hyper plaisant à l'esprit au niveau scientifique. On se dit on va détruire quasi exclusivement les cellules du cancer et donc être plus efficace et moins toxique. Ça, c'est la théorie. Vous allez voir qu'on est encore très loin de tout ça. Donc, les premières anomalies, là, dans les années 1960, ont été décrites avec le chromosome de Philadelphia. Et ça, c'est dans la leucémie myéloïde chronique, donc essentiellement chez l'adulte. Donc, vous voyez, ça a été découvert dans les années 1960, mais il a fallu 4 décennies pour arriver à faire un médicament qui cible cette anomalie. Donc, 40 ans. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Heureusement, avec l'arrivée de toutes les nouvelles technologies et tous les gens qui ont eu un intérêt là-dedans, le temps s'est vraiment squeezé, a vraiment diminué très fort et maintenant de la détermination d'une anomalie dans un cancer à pas juste la fabrication du médicament, parce que ça c'est une étape, mais l'accès pour le patient à ce médicament, c'est quelque chose qui a quand même augmenté. Puis maintenant, en quelques années, même peut-être même quelques mois, avec les nouvelles molécules dont Pierre a parlé tout à l'heure, avec les PD1, là, nivolumab et compagnie, c'est vraiment quelque chose qui a changé très très vite. Donc, nous, à Sainte-Justine, on s'est dit, on va essayer de voir vers où on peut aller. Mais est-ce que c'est raisonnable? Est-ce qu'en pédiatrie, il y a des gens qui font ça? Ou bien est-ce qu'on est complètement à côté de la plaque parce qu'on n'a pas assez de patients? On a des cancers très différents de chez l'adulte. Est-ce qu'on va trouver des choses? Donc, on a commencé je me rappelle très bien, à penser à tout ça à peu près en 2013. Vous savez, quand on revient de congrès, on est hyper excité parce qu'on a entendu plein de choses intéressantes. Donc, on se dit, comment est-ce qu'on peut ramener ça dans notre institution, comment est-ce qu'on peut en faire bénéficier nos patients et puis les familles. Puis, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, les gens, notamment pas très loin, à Boston, commençaient à s'intéresser à ça, puis à regarder, c'est-à-dire à voir chez ces patients qui ont un mauvais pronostic, si on ne pouvait pas, grâce à l'aide de la génomique, aller chercher quelque chose de plus pour eux au niveau des traitements. Et donc, ça commençait à cette époque-là. Donc, c'est sûr, maintenant, eux, ils sont un peu en avance sur nous parce qu'ils ont déjà publié. Mais donc, c'est des choses qui ont commencé à se faire vraiment à ce moment-là. Puis, là, il y a l'exemple de Boston, il y a d'autres exemples aux États-Unis essentiellement, un petit peu en Europe aussi, mais moins. Donc, tout ça commençait vraiment à bouillir et puis à être intéressant. Vous voyez, Paris, Allemagne, Texas, donc des grands centres. Puis on s'est dit, nous, à Sainte-Justine, on a l'air d'être motivés là, mais est-ce qu'on va être capable de faire ça? Et puis, je pense qu'il y a quand même un karma, il y a des moments et puis des gens qui sont présents à ces moments-là. Puis, quand moi, je suis revenue de ce congrès, je me vois encore en parler à Michel, qui est mon colloque de bureau, tout excité, on doit faire quelque chose. Il y avait justement, pour ceux qui l'ont connue, ils vont la reconnaître, Sophie Dumoussel, qui était une des fellows qui était avec nous, qui
qui nous venait de France et qui, à l'Institut Gustave Roussy, avait un petit peu touché, commencé à toucher, aborder ce problème-là de thérapie ciblée, d'essayer d'avoir quelque chose de plus spécifique au cancer. Puis on s'est dit, bon, ok, on est motivé, ça a l'air d'avoir de l'allure dans le contexte actuel, mais au niveau technique, est-ce qu'on est capable de faire ça? Puis on s'est rendu compte que juste 2 étages en dessous de nous, il y avait la super équipe de Daniel avec Sylvie Thomas, qui déjà faisait un gros travail au niveau de la génomique, mais comme ils l'ont dit tout à l'heure, essentiellement en leucémie. Donc, on est allé les voir, puis tout de suite, ça a pris. Donc, la mayonnaise a pris, puis tout le monde a été motivé. On s'est dit, oui, il y a quelque chose à faire là. Donc, on s'est dit, allons-y, lançons-nous. Et c'est là que ça a commencé. Lançons-nous, ça va être simple, tout le monde est motivé, il y a des patients, il y a de quoi faire, mais c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était loin d'être aussi simple et qu'il allait falloir mettre ensemble, à une même table, énormément de personnes qui n'avaient pas nécessairement l'habitude de se parler. Déjà, les chercheurs et les cliniciens, c'est de plus en plus, mais c'est pas si évident que ça. Nos façons de voir, nos priorités sont complètement différentes. Donc il fallait comme allier tout ce monde-là. Puis les gens du département de pathologie, parce que c'est sûr, les leucémies, c'est les hématologues qui font les ponctions de moelle, ça y est, on a notre échantillon, puis ça va au labo, puis la voie était toute tracée depuis des années et facile. Mais quand on arrivait à des tumeurs solides, où il fallait réserver une salle d'op, avoir un chirurgien, ou même en radiologie interventionnelle, où c'est le radiologue qui va faire une biopsie à l'aiguille, il fallait comme... Je pense notre façon de faire a été, il faut impliquer ce monde-là. Il faut impliquer ce monde-là, il faut que tout le monde se sente concerné par le projet, sinon ça ne marchera jamais. Donc, et puis, plus on a fait, donc on a commencé à penser à ça début 2013. Puis ça a été une gestation vraiment, l'accouchement de ce projet-là. Plus on faisait des réunions, plus il y avait de monde. Il y avait aussi l'équipe de pharmaciens, tout le monde. Et puis l'équipe de génétique aussi, parce que c'est sûr, on en a peu parlé, mais quand on fait comme ça le séquençage du génome, on fait la tumeur, mais on fait aussi les cellules du patient. Et donc on peut être amené à trouver des anomalies avec des implications pour le patient, mais également pour sa famille. Alors comment est-ce qu'on gère tout ça? Parce que si on découvre un syndrome de prédisposition en cancer, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a vraiment dû mettre tout ce beau monde-là ensemble et ça a été épique, mais on y est arrivé. Donc, juste parce qu'on en parle depuis un petit temps, puis juste remettre quelques mots en tête. Donc, on parle de WGS, donc c'est le Whole Genome Sequencing. Ça, c'est donc le séquençage de tout le génome, de tout l'ADN, puis c'est à peu près $2000 là, par analyse. Il y a le Whole Exome Sequencing. Ça, on séquence seulement les exons, c'est-à-dire les parties codantes de l'ADN, un petit peu moins cher parce qu'il y a un peu moins de travail, entre guillemets. Et le transcriptome, qui est quand on passe à une étape supplémentaire, donc quand l'ADN s'est transformé en ARN et on analyse tout ça. Vous l'avez entendu énormément, mais le concept de mutation driver est fondamental parce que, comme vous avez vu, on peut trouver des milliers de mutations, puis laquelle est importante, laquelle mérite d'être ciblée. Puis ça, c'est vraiment un gros travail. Heureusement, il y a des bases de données qui existent et surtout des bioinformaticiens pour nous aider. Donc, Triceps, on en vient au cœur du projet. Donc, on s'est dit, OK, on a quelque chose à faire, on a une population qu'on espère pouvoir aider, mais d'abord, est-ce qu'on est capable de le faire? Donc, c'était vraiment une étude de faisabilité. Est-ce que on est capable, chez ces patients qui ont eu, au départ, on a pris les patients avec des rechutes ou des tumeurs réfractaires ou des tumeurs à très mauvais pronostic d'emblée, il y en a quelques-unes. Et puis, est-ce qu'on est capable, dans un temps raisonnable, parce qu'on l'a vu, on veut que ça ait éventuellement un impact sur le patient, donc on ne veut pas que ça nous prenne 6 mois, là, il n'y a plus aucun intérêt. Est-ce qu'on est capable, dans l'enceinte de notre hôpital, de faire ça? Donc, est-ce qu'on a suffisamment de patients et puis combien est-ce qu'on va avoir de mutations driver? Parce que ça aussi, c'était à l'époque où on a commencé, en tout cas dans les tumeurs solides, les données étaient essentiellement chez l'adulte. Et puis chez l'adulte, les cancers sont complètement différents. Donc, sur quoi est-ce qu'on allait tomber? On ne savait pas trop. Donc, on se lançait un peu dans l'inconnu. Et puis après, si on trouve des mutations qui sont comme drivers, c'est-à-dire qui on pense susciter comme
l'immortalité, la multiplication des cellules. Est-ce qu'il y a des médicaments qui existent? Première chose. Et puis, chose surajoutée, est-ce qu'on peut avoir accès à ces médicaments? Parce que on est en pédiatrie, hein, donc il y a peu de choses qui sont, moins de choses, ou en tout cas moins rapidement, les choses sont testées chez les enfants. Et puis, combien est-ce que ça coûte? Est-ce qu'on peut vraiment y en avoir accès? Et puis, on voulait être sûr qu'on était capable de faire ça en 10 semaines, qui nous a paru comme quelque chose de réalisable. Donc, aussi bien, on va voir les différentes étapes, mais on se disait que 10 semaines, ça paraissait quelque chose de raisonnable. Et puis, c'est greffé à notre projet aussi l'évaluation de la qualité de vie. Quel impact ça avait sur le patient d'être enrôlé dans une telle étude, aussi bien pendant l'attente des résultats qu'après l'annonce des résultats. Donc, on a commencé en avril 2014, puis on s'est focalisé sur notre patientèle, donc essentiellement les patients âgés de moins de 21 ans. Comme je vous ai dit, qui avaient un cancer à mauvais pronostic au départ, réfractaire, en rechute, et qui était connu et évalué à Sainte-Justine. Puis, comme toute bonne étude, il y a eu toutes sortes d'amendements au fur et à mesure du temps, puis au fur et à mesure des situations cliniques auxquelles nous avons été exposés. Et on a été très content d'inclure l'équipe du CHU de Québec, à qui on a présenté le projet, puis qui ont rapidement trouvé ça intéressant. Puis aussi, on a inclus des tumeurs non malignes réfractaires. Pour vous donner un exemple, des énormes tumeurs vasculaires contre lesquelles finalement on ne peut rien faire et qui finissent par menacer la vie des patients, ou encore des tumeurs qui sont dites bénignes, mais qui par leur localisation, on ne peut pas s'en occuper. Là, vous imaginez, je sais pas moi, un plexus nerveux complètement envahi par une tumeur, on ne peut pas aller l'enlever là, hein, parce que sinon c'est trop morbide. Et aussi un volet pharmacogénomique par rapport quand on trouve une mutation et puis que ça peut avoir un impact sur un médicament, ou si jamais il y avait un médicament qui pouvait nous aider, est-ce que ce médicament serait efficace? Et vous en avez vu aussi un petit mot, les néo-antigènes, les néopeptides avec Pierre Terra. Donc tout ça, toutes ces choses se sont accumulées aussi en fonction justement des points forts et de Sainte-Justine, des équipes existantes. Donc les choses se sont arrimées, puis c'est vraiment effet boule de neige. Il y a de plus en plus de monde et de plus en plus de projets connexes qui sont... Donc, la première étape, c'est forcément le recrutement des patients. Hein. Puis ça, essentiellement, c'est les oncologues. Mais moi, je tiens, je profite du moment, remercier aussi notamment nos infirmières pivots, parce que des fois, c'est elles qui m'appellent et qui me disent « Monia, il va en biopsie, est-ce que tu ne penses pas que triceps, ça pourrait être bien ?» Donc, je pense que ça, c'est vraiment encourageant. Ça veut dire que tout le monde a embarqué dans ce projet. Et donc ça, c'était vraiment... Moi, je trouve ça, c'est juste ça, c'est déjà une belle réussite. Donc après, il y a la biopsie, donc arriver à avoir un échantillon. Puis là, on en a parlé tout à l'heure aussi, puis c'est dommage qu'il ne soit pas là. Merci à Nelson Pichet, vraiment, il a été impliqué. Puis c'est un chirurgien pour moi un petit peu hors du commun, très très humain, qui aime tout ça. Donc très très investi par rapport à tout ça. Puis c'est essentiel que la salle d'op sache ce que c'est, pas juste mettre prélèvement pour triceps. Les gens, ils ont des tas de papiers, des tas d'affaires, donc il faut personnaliser, je pense, les approches, et rien de tel qu'avoir des humains pour ça. Donc ça aussi, on a vu que parfois ça pouvait poser problème, parce que vous savez comment ça se passe ici en salle d'op, hein, il peut y avoir des listes d'attente, alors quand nous on arrive avec notre patient en rechute, on s'entend très peu de chances de s'en sortir, qui va le mettre en priorité sur une liste d'opération. Donc c'était pour ça aussi que c'était fondamental d'avoir un chirurgien dans notre équipe pour nous aider là-dedans, puis à date, ça marche pas trop mal. Après, quand l'échantillon a été collecté, il faut que ça passe dans les mains des pathologistes, parce que comme on l'a dit, et puis on va le voir dans les résultats, la pureté de l'échantillon, donc être sûr qu'on a des cellules tumorales dans ce qu'on reçoit, c'est un gros challenge là. Ça a l'air de rien, parce qu'on se dit, on prend un morceau, ça peut être que de la tumeur, mais c'est un petit peu plus compliqué. Puis, l'échantillon se rend au laboratoire souvent grâce à Thomas. Je ne sais pas si Thomas est là. Oui, merci Thomas. Et puis là, c'est Sylvie qui enchaîne et puis qui fait l'analyse à proprement parler
l'analyse de la tumeur. Ensuite, un gros travail qui pour moi reste peut-être la partie la plus nébuleuse où toute la bioinformatique embarque et traite les millions et les millions de données qu'il y a. Puis aussi, de nouveau, le travail en partie de ce que moi je connais de Sylvie, de valider ces altérations, parce que c'est pas tout de voir, oui, il y a telle mutation, mais est-ce qu'elle est bien présente dans la tumeur, et puis est-ce qu'elle a un impact là-dessus. Donc on va pas parler des techniques qu'elle utilise, mais c'est aussi une partie importante. Et la rédaction de ce fameux rapport, pour ceux qui l'ont vu avec Daniel a montré. Ensuite, effectivement, on se réunit pour voir, bah, tiens, on a trouvé telle chose, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour le patient. Et quelque chose aussi qui est vraiment important, c'est on remet l'information au médecin traitant du patient. Donc on n'a pas nécessairement, évidemment on est une petite équipe d'oncologues, donc ça peut être nos patients, on est amené à leur donner l'information, mais on passe vraiment par le médecin traitant parce qu'il y a toute une mise en contexte, hein, et c'est vraiment la décision, je veux dire, le tumor board, comme vous voyez là, le but n'est pas de dire on va donner ça à tel patient, non. Ceci pourrait être quelque chose d'intéressant pour ce patient, mais c'est très important de remettre le tout en contexte. Peut-être qu'entre-temps, le patient a progressé. Et puis il n'est plus éligible à quoi que ce soit. Là, son état s'est vraiment dégradé. Ou bien, pour le moment, on a essayé un autre traitement, puis il va bien. Donc, on se garde l'autre en réserve pour plus tard. Donc, vraiment important pour nous d'être toujours en collaboration avec le médecin traitant qui reste au cœur de la relation avec son patient. Et puis sûrement ce que vous attendez tous, puis là je vais passer la main à Stéphanie, c'est l'élaboration par rapport aux résultats qu'on a. Donc, la partie que tout le monde attend, en fait, les résultats. Donc, comme un des objectifs principaux était finalement de voir en combien de temps on était capable de faire tout ce processus-là, soit de dépister le patient et de lui remettre le résultat. Et on a été capable, quand on regarde tous les délais que vous avez vus avec la méthodologie, soit les délais d'accessibilité avec les salles opératoires, tout réunir les médecins traitants qui sont impliqués dans les soins du patient, les difficultés techniques qui peuvent survenir au labo. Mais quand même, on rentre dans nos temps avec une durée moyenne de 9,6 semaines pour obtenir tous les résultats. Puis, comme ça a été présenté à midi, en fait, et toute la partie laboratoire qui se fait environ 3 semaines. Donc, c'est assez rapide. On était assez contents de ces résultats-là. Maintenant, pour un résumé de nos résultats en date d'octobre 2016, en fait, on a 44 patients recrutés. Et c'est vraiment un recrutement qui va de façon exponentielle là, depuis le début du projet. On a eu seulement un refus de la part d'un patient et il y a 8 patients qui ont été approchés à plus d'une reprise, soit parce qu'on n'avait pas réussi à faire l'analyse initialement et qu'on avait une opportunité de rebiopsier. Parmi les 44 patients, on a 22 patients qui ont été analysés finalement. Il y en a 3 qui sont en cours. Puis la principale limitation, ça reste la pureté tumorale, parce qu'on a besoin d'environ 25% de cellules tumorales dans notre échantillon. Une autre situation qui nous est arrivée plus dernièrement, c'est en fait que finalement, on reçoit le diagnostic de la pathologie, puis il s'avère que c'est une tumeur bénigne ou de la fibrose. Mais tant mieux pour le patient, donc ce n'était pas une métastase comme on a cru. Et comme vous pouvez voir, sur les 22 patients analysés, on a quand même une majorité chez qui on retrouve des mutations potentiellement drivers, ce qui est assez intéressant. Et on a pu débuter une thérapie ciblée chez 2. On a pu préciser le diagnostic chez 2 autres patients. Et on a des outils aussi pour le suivi de la maladie résiduelle, ce qui n'est pas banal, en fait, pour avoir un dépistage précoce de rechute chez 6 patients, surtout des leucémies. Si on se compare sur la scène internationale, on fait assez bonne figure, je pourrais vous dire. Ici, c'est les 4 groupes principaux qui ont publié sur les 2 dernières années. Donc, il y a l'équipe Basic Tree du Texas, l'équipe de Michigan, ICAT de Boston et l'équipe allemande Inform. En fait, quand on regarde les 3 premiers, c'est des groupes américains. Ils ont entre 100 et 150 patients sur une période entre 1 et 2 ans. Puis l'équipe allemande, qui est quand même une initiative nationale, ils ressemblent à nous, en fait, avec 57 patients. En termes de taux d'analyse, c'est là qu'on a des différences. Eux, les 4 au groupe sont plutôt dans les 90 %, alors que nous, on se tient plus dans les 50, 60 %, tout dépendant de comment on joue avec les données. Il faut savoir que c'est quand même des données qui sont publiées, donc on ne sait pas s'ils ont inclus des patients, par exemple, qui étaient finalement des tumeurs bénignes ou des analyses qui n'avaient pas été possibles.
En termes d'analyse en tant que telle, on fait comme les autres groupes avec l'exome, le transcriptome. Et en termes aussi de trouvailles qui sont significatives, on se tient dans les mêmes chiffres aussi, une cinquantaine de pourcents. Et la colonne qui nous intéresse aussi, chez qui est-ce qu'on débute des traitements? Mais en fait, ça se tient entre 0 et 10 %. Donc, nous, on est à 4 %, on est dans la moyenne encore une fois. Maintenant, je voulais vous illustrer avec quelques exemples comment est-ce que l'étude triceps nous est utile en clinique. La première, c'est une adolescente de 14 ans avec une leucémie indifférenciée au diagnostic avec translocation 10-11 qui avait été stratifiée à haut risque et traitée avec notre protocole le standard de Boston. Malheureusement, elle avait rechuté 6 mois après la fin de son traitement, a été réinduite avec 2 cycles de chimio. Entre-temps, on a reçu l'analyse triceps qui a identifié un transcrit de fusion PICALM MLLT10 et donc est venu clarifier son diagnostic. Et on a aussi une mutation de JAK3. Il n'y avait pas d'essai à ce moment-là qui était ouvert, mais quand même, c'est une cible potentielle thérapeutique. Et une mutation de KMT2E ASNS qui pouvait expliquer finalement une mauvaise réponse à l'asparaginase, un des traitements principaux dans le traitement de la leucémie. Et donc, en ayant ces informations en tête, on a pu ajuster le conditionnement pour sa greffe. Et actuellement, elle a été greffée, elle est en rémission. Et en plus, on a un outil de suivi pour la maladie résiduelle avec son transcrit de fusion. Un autre exemple, c'est un adolescent de 16 ans avec un diagnostic de LLA pré-T qui avait une mutation de CDKN2A-B qui était ce qu'on savait au diagnostic et qui était aussi stratifié à risque élevé et traité avec un Boston. Lui, il a rechuté 18 mois après son diagnostic, donc en traitement. À ce moment-là, il a été réinduit avec une association de chimiothérapie, mais malheureusement, on avait une persistance de 30 % de blasts à la moelle et en plus, on avait une rechute méningée à ce moment-là. Il a été réinduit une deuxième fois avec un traitement de Capisi double, encore une fois avec une persistance des blasts à la moelle. Entre-temps, on reçoit l'analyse triceps qui identifie la mutation que l'on connaissait, qui pouvait être ciblée par une molécule, le palbociclib. On voyait aussi une mutation dans Notch1. C'est sûr qu'il y a des molécules qui peuvent cibler le Notch1, mais ils sont assez toxiques en ce moment, donc ce n'était pas une option. On avait aussi une mutation dans stade B5 qui peut être ciblée par un inhibiteur de tyrosine kinase et une mutation dans NT5C2 qui, en fait, nous montre que ça peut faire une résistance au 6MP, des agents principaux dans le traitement de la leucémie, mais pas de résistance à l'anélarabine. Et donc, avec ces informations-là, on l'a réinduit une troisième fois avec cyclophosphamide, étoposide, nélarabine et un traitement de 2 mois de dasatinib. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Le patient, quand même, il finit avec 1,1 % de maladie résiduelle et ce qui permet d'aller en greffe par la suite. Un autre exemple, c'est un garçon de 11 ans avec un hépatoblastome avec des métastases pulmonaires au diagnostic. C'est sûr qu'il était déjà atypique de par son âge, mais en plus, à la pathologie initiale, on avait des rares foyers d'hépatocarcinome. Donc, il a été traité avec un protocole européen de SIOP suivi d'une greffe hépatique. Mais 11 mois plus tard, une récidive des métastases pulmonaires et on recommence la chimiothérapie pour 6 cycles. Chez ce patient-là, on a identifié une mutation de 1Q sur le gène ABL2, chez qui on peut cibler avec un inhibiteur de tyrosine kinase encore une fois, une amplification du 7P et 6P qui sont listées ici. Et chez lui, comme on avait quelques données in vitro pour l'hépatocarcinome avec le dasatinib, on a débuté pour 6 mois. Puis, maintenant, le patient a une maladie stable avec seulement le dasatinib. Un dernier exemple, un garçon de 10 ans avec un carcinome cortico-surrénalien avec un thrombus tumoral extensif. Par le diagnostic même, on lui recherche la mutation de P53 qui est positive au niveau germinal et donc un syndrome de liphoménie en plus. Avec triceps, on voit que sa tumeur a une grande instabilité chromosomique, une tétraploïdie. Et donc, on voit ces mutations-ci, l'amplification 8, on voit le TP53, on voit ces mutations-là aussi, et ceux-là. Voilà. Et donc, ce dernier exemple, c'est en fait pour vous montrer la complexité de toute l'analyse génomique et à quel point est-ce qu'on doit utiliser et interpréter ces données-là avec précaution. Ce qui m'amène à vous parler du premier essai randomisé de thérapie ciblée chez l'adulte, le Shiva Trial, qui a été publié dans l'Ancet Oncology en 2015. C'est un papier qui est sorti alors que, comme vous voyez, en fait, les thérapies ciblées, c'est un peu... il y a un gros engouement dans la communauté oncologique. Et donc, c'était une étude multicentrique par l'équipe Shiva, c'est en fait l'Institut Curie en France, qui est un grand groupe, et qui a recruté 740 patients, des adultes avec des tumeurs solides métastatiques réfractaires, qui avaient des mutations soit dans la voie des récepteurs hormonaux, mTOR ou BRAF.
et qui étaient randomisés soit dans le bras expérimental avec une thérapie ciblée, qui sont listés ici, ou matchés 1 pour 1 dans un bras avec traitement conventionnel selon le choix du médecin. Et donc, les résultats ont montré que finalement, ils ne voyaient pas de bénéfice sur la survie sans progression et qu'en plus, il n'y avait pas moins d'effets secondaires. Donc, vous pouvez vous imaginer que ça a assez refroidi certains, ceux qui étaient déjà sceptiques avec les thérapies ciblées. Et donc, ce papier était quand même à l'encontre des autres résultats qui sortaient avec, pour d'autres équipes qui publiaient, en fait, des résultats positifs avec leurs expériences avec des thérapies ciblées, soit avec des bénéfices avec la survie sans progression, la survie globale, moins d'effets secondaires. Donc, mais quand même, ça nous apporte à nous faire réfléchir à utiliser plus sagement les données, puis de bien les interpréter. Comme par exemple, pour ceux qui sont visuels, ici, c'est la voix de Ras Rafmek, une voix qui est assez connue là, au niveau scientifique et clinique, notamment pour les mélanomes, les gliomes. Vous voyez que toutes les petites capsules oranges, c'est toutes des places où ce qu'on peut inhiber. Donc, c'est assez difficile de savoir comment la tumeur va réagir. Par exemple, si je vais bloquer ici, est-ce que ma tumeur va va prendre juste un autre chemin pour finalement aller faire son même travail? Et comme on a dit, il y a plusieurs mutations dans une même tumeur. Donc, est-ce que dans une autre voie, elle va seulement prendre le dessus, puis continuer son travail, peu importe ce qu'on va faire quand on va essayer de l'inhiber au niveau de cette voie-là? Donc, on a quand même beaucoup à apprendre. Et entre autres, ce qu'on sait quand même actuellement, c'est qu'utiliser une seule thérapie ciblée, ça ne semble pas être la réponse pour guérir tous les cancers. Probablement qu'utiliser une combinaison de thérapies ciblées, ça a beaucoup plus de potentiel, ou même associer une thérapie ciblée avec des traitements plus conventionnels, là, on a plus de chances. Et comme je vous expliquais, c'est assez difficile aussi de voir quelle mutation est vraiment le driver. Il y a sûrement plusieurs drivers aussi, et c'est un peu là qu'on en est aussi, d'essayer de trouver des façons de déterminer c'est lesquels qui sont les plus importants. Ensuite, un autre point, c'est l'échantillon. Par exemple, si on a une tumeur qui est assez hétérogène, si on avait prélevé 0,5 cm à côté, est-ce qu'on aurait le même résultat? Ça, c'est assez difficile de savoir encore. Un autre point, c'est en fait à quel point est-ce que la molécule qu'on va utiliser va aller inhiber la voie qu'on a choisie pour cette tumeur spécifique-là, parce que chaque tumeur va répondre différemment. Et donc, on a beaucoup de choses à apprendre et toute cette recherche-là nous apporte plusieurs aspects dont l'impact reste à évaluer encore. Et un des premiers impacts à voir, c'est l'impact éthique sur les patients en ce qui concerne l'espoir généré chez les patients qui sont approchés. Et ça va être Dr Janvier qui va pouvoir vous exposer un peu sur tout le volet éthique qui a été entamé parallèlement avec Triceps. Un autre point, c'est l'impact de la découverte fortuite d'une mutation germinale chez le patient, chez sa famille, pour ses assurances-vie. C'est quand même pas banal non plus. Un autre point économique. En fait, un organe estimé, si on le fait actuellement, on se situe dans les 5 000 à 9 000 $. C'est pas rien. Donc, on s'attend éventuellement à ce que ça diminue, mais ça explique pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas à tout le monde en ce moment. Et c'est sûr que ça génère beaucoup de frustration parce qu'en pédiatrie, bien qu'on voit qu'il y a beaucoup d'essais, concrètement, on n'a pas accès à beaucoup de médicaments, puis on n'a pas accès à beaucoup d'essais cliniques ni de protocoles expérimentaux. Donc, souvent, on voit qu'on pourrait essayer quelque chose, mais on n'a pas accès, c'est pas accepté par Santé Canada, etc. Mais bref, c'est quand même le projet Triceps nous a montré qu'on était capable de faire l'analyse génomique chez nos patients avec cancer réfractaire et en rechute. Et en plus, qu'on était capable de le faire en 10 semaines, mais qu'on était capable d'avoir des données pertinentes chez une majorité de patients. Bien qu'on a débuté une thérapie ciblée chez une minorité, quand même, on a précisé des diagnostics, on a ajusté nos traitements conventionnels. On a des outils pour le suivi de la maladie ultérieurement et donc des outils pour dépister des rechutes plus précocement. Mais surtout, ce que ça nous a appris, c'est qu'on a beaucoup à apprendre. Et donc, maintenant, on sent quand même assez d'attaque avec toute cette expérience-là qu'on a développée pour les projets qui s'en viennent. Donc, notre équivalent pan-canadien Triceps qui va être Profile et notre nouveau projet aussi qui va bientôt naître, là, en fait, le projet Signature qui va viser à séquencer nos patients plus précocement. Et donc, pour terminer, j'aimerais juste dire un gros merci à toute l'équipe Triceps, vraiment une équipe de passionnés, et vous remercier pour votre attention. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir.